La planète Terre, dans un futur proche. Autour de la Terre, l'espace est pollué. Y dérivent en orbite d'innombrables débris, des millions de fragments de taille variée, incontrôlables. Vieux satellites hors d'usage, pièces de véhicules spatiaux, ces débris entourent la planète et il n'y a aucun moyen de les récupérer. Les accidents vont se multiplier. Les vols habités risquent de devenir trop dangereux et les communications par satellite vont se détériorer. Les systèmes de navigation GPS pourraient devenir de moins en moins fiables. Internet, auquel nous sommes tous tellement habitués, pourrait dysfonctionner et perdre en vitesse. Nos gadgets préférés, le confort de la haute technologie, tout cela pourrait devenir totalement inutilisable. Des fragments d'un satellite se sont Vendredi écrasés. soir, André vaquait à ses occupations quand Les soudain... forces cosmiques se sont littéralement abattues sur le village de Bagaïtsevo. Je prenais du bois et à peine me suis-je détourné de la pile qu'un grand claquement s'est fait entendre, comme un coup de fouet. La maison d'Andrei Krivorouchenko se trouve rue des Cosmonautes. Une nuit de décembre, le toit de son grenier a été traversé par un fragment d'un satellite de télécommunication à usage civil et militaire Méridian, lancé depuis le cosmodrome russe de Plesetsk, situé à plus de 3000 km de là. J'ai regardé à travers la fenêtre en éclairant avec ma torche. Je n'allais pas rentrer là-dedans. Il y avait une sorte de grosse sphère. Les habitants de la région de Novosibirsk ont trouvé 10 fragments d'un satellite pesant entre 500 grammes et 2 kilos. Ils en ont pris quelques photographies. Peu de temps après, les agents du ministère des situations d'urgence ont emmené les débris. Le Méridian n'a pas atteint son orbite finale et a fini par retomber, devenant un simple tas de ferraille. Si la panne était survenue quelques minutes plus tard en orbite, le satellite serait devenu un débris spatial pouvant causer des dommages considérables, des millions de dollars en pertes matérielles, des pertes en vies humaines, une crise internationale ou même une guerre. En 1957, l'URSS lança le premier satellite artificiel. Les États-Unis suivirent en 1958. 3 ans plus tard, l'Union soviétique envoyait le premier homme dans l'espace. C'est parti! Le début de l'ère spatiale coïncide avec la grande accélération. C'est ainsi que les scientifiques appellent les changements qui ont lieu à l'échelle de la planète. La population mondiale, l'économie, le nombre de véhicules, la consommation de papier, l'utilisation d'engrais ne cessent d'augmenter, ainsi que la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, la fréquence des inondations et le nombre d'espèces animales menacées. Les années 1950 sont donc considérées comme le début de l'Anthropocène, soit l'ère de l'homme, une nouvelle ère géologique dans l'histoire de la Terre. Il existe un terme, anthroposphère, qui désigne l'extension de l'Anthropocène. Cela comprend non seulement notre planète, mais également tout satellite ou autre engin spatial qui est envoyé dans l'espace et sort des limites de l'anthroposphère. À l'Observatoire astrophysique de Crimée, les frontières de l'anthroposphère sont surveillées, en particulier les débris spatiaux suivant les orbites les plus éloignées. En 20 ans, les chercheurs de l'Observatoire ont détecté plus d'1 millier de débris. Les objets que Vassili Roumiantsev découvre se trouvent si loin qu'on a du mal à les discerner, sans même parler de les décrire. Cet objet mesure dans les 10 cm et se trouve à environ 36 000 km de la Terre. Il est gris foncé. Séparation du module orbital du lanceur confirmé. En 2017, le lanceur russe Proton M a placé en orbite le satellite de communication chinois Asiasat 9. Le satellite fonctionnait comme prévu, mais rapidement les astronomes ont trouvé, à une altitude de 20 000 km, 13 objets, situés non loin d'une partie de la fusée. Sur les photographies de Vassili Roumiantsev, vous pouvez voir le propulseur lui-même et 6 petits points qui sont en réalité des fragments. C'est comme ça que de nouveaux débris spatiaux se forment après le lancement d'un satellite. La plupart des débris n'ont pas encore été repérés. Mais au regard de la fréquence à laquelle on trouve quelque chose en orbite,
On peut être sûr qu'il y en a beaucoup. Si on prend en compte les fragments de quelques millimètres, il pourrait bien y en avoir 1 million. Lorsque l'homme s'est envolé pour la première fois pour l'espace, des douzaines de satellites circulaient déjà autour de la Terre, mis en orbite par l'URSS et les États-Unis. Les Américains ont créé leur premier système de navigation par satellite, précurseur du GPS moderne. Le 29 juin 1961, un étage de la fusée qui a placé en orbite le satellite Transit 4A a explosé, faisant 296 fragments qui sont devenus les premiers débris spatiaux de l'histoire. Cependant, personne ne s'en est préoccupé. Une collision avec une particule d'1 centimètre qui se déplace à une vitesse de 10 km par seconde équivaut à l'énergie d'une collision avec une voiture pesant 1 tonne allant à 100 km/h. 1968. L'Union soviétique procède aux premiers essais d'une arme anti-satellite. Le vaisseau spatial soviétique Cosmos 249 est détruit. 110 fragments restent en orbite. Au total, 2000 objets hors de contrôle et de tailles différentes sont alors déjà répertoriés. À l'époque, les débris spatiaux semblaient être un problème secondaire. Les scientifiques étaient tournés en ridicule, ces petits fragments en orbite ne constituaient aucun danger réel ni pour les gens ni pour les satellites. Après tout, ils n'étaient pas nombreux et pouvaient brûler en rentrant dans l'atmosphère terrestre. L'employé de la NASA, Donald Kessler, a commencé à envisager les risques posés par les débris spatiaux au milieu des années 70. Si on parle des fragments de 10 cm et plus, il y a 18 000 objets catalogués. Et je dois souligner qu'il ne s'agit là que des fragments de 10 cm et plus. Mais si on essaie de compter les objets de moins d'1 centimètre, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il y en aurait plus de 100 000. Et quant aux fragments d'1 millimètre, on ne pourrait même pas les compter. Car les plus petites particules qu'on a pu détecter mesuraient 3 mm et il y en a des centaines de millions. Ces centaines de millions de fragments divers dérivent aux côtés de quelques 2000 satellites artificiels. Tout comme sur Terre, la zone la plus polluée est la plus encombrée. C'est ici l'orbite terrestre basse, près de la surface de la planète. Ici, on peut espérer que ces débris brûleront en rentrant un jour dans l'atmosphère. Dans l'orbite terrestre basse, à une altitude allant jusqu'à 600-700 km, un objet peut durer quelques décennies. Concernant les satellites géostationnaires, ceux que nous utilisons à la maison pour recevoir des signaux par satellite, pour la télévision numérique et Internet, ils circulent à une distance de près de 36 000 km de la Terre et tout ce qui se trouve là-bas y restera pour toujours. Il semble qu'une décharge spatiale se soit formée autour de la Terre et que personne ne puisse la faire disparaître. Qui plus est, elle ne cesse de grandir. En 1978, Donald Kessler a pris conscience d'un risque imminent. Un jour viendra où les débris n'iront pas seulement se heurter aux satellites en orbite, mais causeront aussi des cascades de collisions qui produiront à leur tour des débris secondaires. Ce scénario d'apocalypse spatiale a été appelé syndrome de Kessler, et Donald Kessler n'a eu de cesse d'appeler à intensifier les efforts pour éviter une catastrophe. La réaction de l'un de mes chefs a été négative. Quand on lui a dit qu'il fallait lancer un programme, il a répondu « Mais vous n'y arriverez jamais avec un programme pareil. Il faut une coopération internationale. » La coopération internationale était impossible dans le contexte de la guerre froide. De plus, l'humanité n'était pas réellement consciente des risques. Les premiers téléphones satellitaires fonctionnaient bien, la télévision était devenue la norme pour des millions de personnes, le signal atteignait les zones les plus reculées depuis l'espace. Il était difficile d'imaginer que tout cela puisse disparaître en un instant à cause de quelques débris en orbite. En 1985, l'armée américaine a décidé de tester une arme anti-satellite en détruisant un vieux satellite astrophysique Solwind.
À la NASA, nous avons officiellement protesté contre ce test. On planifiait alors de lancer une station spatiale dans un avenir assez proche, et après un tel test, il nous serait obligatoire de mettre des blindages supplémentaires sur la station spatiale. Les militaires ne nous ont pas cru. Ils ont dit « Vous ne savez pas ce qui va arriver ». Et j'ai objecté « Comment ça ?» Et ça peut tout simplement faire un trou, et voilà tout. L'essai fut un succès. Mais le satellite pris pour cible s'est transformé en débris. 285 nouveaux fragments dangereux se sont retrouvés en orbite. Et bien sûr, ils ont changé d'avis après ça. On en a déduit qu'il fallait renoncer à effectuer ce genre d'essai parce que c'est un très mauvais moyen d'éliminer un satellite. 1991. Un débris spatial, un vieux satellite soviétique Cosmos 955, s'est approché de la navette Discovery. Mais l'équipage l'a remarqué à temps, la navette spatiale a manœuvré et a pu éviter la collision. 5 ans plus tard, le satellite militaire français Cerise a été heurté par un morceau de la fusée Ariane. C'était la première collision entre un vaisseau spatial opérationnel et un débris. Il n'y a alors plus de doute quant au risque que représentent les débris spatiaux. De nouvelles questions se sont donc posées. Qui sera le prochain à être heurté? À quel moment les désastres spatiaux causeront-ils des problèmes sur Terre? Notre estimation à ce jour est que tous les 10 ans environ, une collision entre deux grands objets va survenir, c'est-à-dire une catastrophe. Il y aura une collision entre des fragments plus petits et un gros objet tous les 5 ans. 2009. Les 2/3 de l'humanité utilisent des téléphones portables. Les cartes utilisant les images satellites sont parmi les applications les plus populaires. La majorité de la population de la planète sait à quoi ressemble la Terre depuis l'espace. Les populations des régions éloignées où il n'y a pas de couverture mobile utilisent des réseaux satellites. La première catastrophe spatiale, la collision entre deux objets d'envergure mentionnés précédemment, impliquait le satellite commercial Iridium 33 et Cosmos 2251, un satellite de télécommunications russe retiré du service. Iridium et Cosmos étaient surveillés, mais personne n'a pu prévoir leur impact. Ils savaient que ces objets allaient passer près l'un de l'autre, mais personne ne pensait qu'ils pouvaient se rencontrer. Ça a été une grave erreur de calcul. Après cette catastrophe, il est devenu évident que la surveillance ne garantissait pas la sécurité du fait d'un nombre trop élevé de débris spatiaux incontrôlables en orbite. Alors, tout va bien? Tout va bien. 2011. Les experts calculent minutieusement l'orbite de la Station spatiale internationale et les risques que peuvent représenter les débris. À bord de la station se trouvent Anton Shkaplerov, Anatoly Ivanishin et Daniel Burbank. C'était un dimanche à 4 ou 5 heures du matin environ. Mon collègue, l'astronaute américain Daniel Burbank, est entré dans ma cabine et m'a dit « Anton, prends tout ce que tu peux. Il faut évacuer immédiatement vers le Soyouz. » Le centre de contrôle de mission a repéré un fragment d'un vieux satellite météorologique soviétique qui menaçait d'entrer en collision avec l'ISS dans les prochaines minutes. Ce choc inattendu aurait abouti à une catastrophe. Nous sommes allés dans le vaisseau et j'ai entrefermé cette trappe. Je n'ai pas pris la peine de la fermer complètement. J'attendais pour voir ce qui allait se passer. Si la station avait été touchée, j'aurais verrouillé l'écoutille pour sceller le vaisseau. Nous nous serions désamarrés et serions retournés sur Terre. S'il avait heurté le vaisseau, Dieu nous en préserve, j'aurais pu ouvrir l'écoutille. On aurait quitté et scellé le vaisseau, puis on serait resté à bord de la station en attendant de l'aide de la Terre. Heureusement, une collision entre l'ISS et un gros débris spatial n'a pas eu lieu ce jour-là, mais le risque a augmenté. 2018, Shkaplerov est de nouveau à bord de l'ISS. Il écrit sur Twitter « Aujourd'hui, nous avions un exercice de descente d'urgence à l'intérieur du vaisseau Soyouz en cas d'accident sur l'ISS. Par exemple, s'il n'y a aucun moyen d'éviter une collision avec des débris spatiaux. » J'ai fait mon premier vol en 2011. À l'époque, l'idée de dévier la trajectoire des débris semblait absurde. On faisait ça peut-être 2 fois en 6 mois, c'est-à-dire pendant toute la mission. Maintenant, on fait ça presque tous les mois.
Les débris les plus volumineux sont des fragments de fusées et de vieux satellites pesant plusieurs tonnes. Ce sont des objets que les pilotes de l'ISS apprennent à esquiver. Mais les micro-débris peuvent être encore plus dangereux car impossibles à détecter. Il n'existe pas encore de solution technique, car ces objets sont très petits et innombrables. Il est extrêmement difficile de les suivre tous. Donc pour l'heure, les 5 prochaines années, nous allons vivre avec ce problème. Sur cette photographie prise à bord de l'ISS, vous pouvez voir l'impact d'un débris spatial de 1 mm sur une fenêtre. Les membres de la station enregistrent régulièrement ces cratères et en mesurent la profondeur. Un micro-impact non remarqué peut être dangereux. Des collisions ont lieu, on les voit sur les hublots. Nous prenons des photos en 2D avec une caméra et un équipement spécial. Les vitres sont bien sûr multicouches. L'ISS est très sérieusement blindé. Sa surface est composée en majorité de plusieurs couches pour pouvoir résister aux coups de ces microparticules de débris spatiaux. Vous pouvez observer la surface de n'importe quel vaisseau spatial revenu de l'espace. Dans la plupart des cas, ils sont couverts de cratères. On a utilisé des microscopes électroniques pour déterminer si c'était l'œuvre de météorites ou de débris. Et l'examen a montré que ces dégâts avaient été causés par des particules artificielles. La première particule examinée, comme l'a montré l'analyse chimique, s'est avérée être une écaille de peinture. Le nombre de nations ayant une activité spatiale augmente. Les nouveaux arrivants répètent les erreurs des pionniers. 2007, la Chine teste une arme anti-satellite. 2019, l'Inde fait des tests similaires. L'orbite terrestre basse est aujourd'hui une arène de plus en plus encombrée où se défient des ambitions militaires diverses. Les militaires soutiennent depuis longtemps que si une guerre éclate, l'espace sera concerné au premier chef. Parce que les armées ont besoin de systèmes de surveillance qui sont contrôlés depuis la Terre, mais qui dépendent de la communication satellite. Et donc, ces tests de missiles antisatellites sont effectués pour déterminer comment prendre le dessus en cas de guerre. Tous les débris spatiaux repérés en orbite sont répertoriés dans des catalogues tenus par les militaires. Mais aujourd'hui, les débris représentent une menace pour toutes les infrastructures de la planète, militaires comme civiles. Il est trop dangereux de garder ces catalogues secrets. Si un débris spatial touche un satellite d'un pays, cela pourrait engendrer un conflit, par exemple entre 2 puissances nucléaires, et toute la population de la planète en paierait le prix. De plus en plus de nations sont actives dans l'espace et le risque de conflits internationaux dus aux débris augmente. Des satellites orbitent autour de la planète depuis déjà 60 ans, mais il n'y a toujours pas de règles de circulation établissant les responsabilités en cas de collision avec des débris spatiaux. À titre d'exemple, disons qu'on s'est accordé avec les États-Unis pour qu'ils désorbitent un étage de notre fusée. On a signé un contrat, mais les parties ne se sont pas entendues sur les responsabilités, vous comprenez? Et si quelque chose ne se déroule pas comme prévu au cours de cette mission, cet étage est détruit. De qui est-ce la faute? La Fédération de Russie, qui sera coupable parce que la fusée est russe. Même si l'étage a été détruit à cause d'une erreur commise par l'exécuteur. 2018. La mission Remove Debris a été lancée. Une série d'essais ambitieux sur orbite terrestre basse, visant à tester les idées les plus incroyables de capture et d'élimination des débris spatiaux. Sur Terre, de telles expériences sont impossibles à réaliser. Le moyen le plus évident est de les attraper à l'aide d'un filet. Pour le moment, nos technologies ne permettent pas d'intercepter les gros fragments. Pour tester cette technologie, des objets imitant les débris spatiaux ont été largués dans l'espace depuis l'ISS et un collecteur les suivait, un conteneur avec un filet.
Le filet est placé dans un conteneur et attaché à des plombs qui sont tirés vers l'extérieur par un mécanisme à ressort. Il déploie un filet de la taille requise, dans notre cas 5 mètres, puis il s'enroule autour du satellite. Cette vidéo a été filmée par les caméras du collecteur. Le filet ne s'est pas complètement déployé, mais il a quand même réussi à piéger les débris. Ça me rappelle un peu les gladiateurs qui jetaient leur filet dans l'arène, et ce n'était pas si facile de s'en démêler. On a aussi eu un système absolument infaillible où les plombs se déployaient et renfermaient le filet automatiquement. L'ensemble de l'opération n'a pas duré plus de 5 secondes. Un tel filet peut attraper des fragments de débris de taille moyenne, ne dépassant pas les 2 mètres et pesant jusqu'à 2 tonnes, et seulement à une distance de quelques mètres. Dans des conditions réelles, l'appareil doit arriver à hauteur d'un débris spatial pour s'en approcher en toute sécurité. La méthode la plus insolite mise à l'essai dans le cadre du projet d'enlèvement des déchets dans l'espace est la capture de débris à l'aide d'un harpon. Mais cette technique soulève beaucoup de questions. C'est une bonne solution pour les satellites qui ne tournent pas, et seulement s'il y a un endroit où on peut fixer un harpon. Bien sûr, il faut s'assurer que le harpon ne frappe pas un réservoir qui pourrait être sous pression. Un harpon, un filet, ainsi que des faisceaux laser et même une voile spatiale, tous ces tests ont été menés avec succès dans le cadre du projet Remove Debris. Mais aucune des méthodes mentionnées n'est pour l'heure prête à être employée. Nous voyons sur l'écran la trajectoire d'un satellite artificiel terrestre. Il a été lancé par une société italienne qui veut devenir fournisseur de modules récupérateurs de débris pour tous les satellites européens. Une fois qu'un satellite aura accompli sa mission, le module le désorbitera en l'espace de quelques heures afin qu'il puisse se consumer dans l'atmosphère au lieu de devenir un déchet spatial. On a rempli toutes les tâches de lancement, mais on voulait faire encore plus, retirer le satellite de son orbite en peu de temps. Mais cet objectif n'a pas été rempli. Le module destiné à détruire les déchets spatiaux est devenu lui-même un débris. Nous étions conscients des risques. Nous savions que le moteur du module était très puissant et le satellite très petit. Il s'est avéré que son barycentre s'était légèrement décalé par rapport au boîtier. Donc la propulsion était trop forte et on l'a envoyé dans la mauvaise direction. Cet incontrôlable satellite est supposé entrer dans l'atmosphère et s'y consumer dans quelques années. Il n'y a aucune possibilité de capturer ce débris. Tout ce qu'il reste à faire est observer et attendre. L'humanité projette de créer un réseau géant de satellites Internet. Mais les milliards d'utilisateurs ne sont pas conscients que leur vie en ligne est très vulnérable. Selon les prévisions, au moins une fois tous les 10 ans, il y aura une collision en orbite, et ces accidents affecteront tout le monde. La planète Terre, dans le futur. L'humanité a peut-être appris à gérer les débris en orbite. Ils ne brûlent pas, ils sont recyclés, tout comme les déchets sur Terre. Les lancements constituent la partie la plus chère de tout le programme spatial. Mais certains proposent d'intercepter un astéroïde, le placer sur orbite terrestre basse, l'utiliser comme matière première, et celle-ci serait produite dans l'espace. Eh bien, vous n'avez pas besoin de capturer des astéroïdes, car il y a beaucoup de satellites retirés du service autour de la Terre. Et si on arrive à les collecter, puis à les recycler en les utilisant comme matière première, cela coûtera beaucoup moins cher. La construction d'usines de recyclage des déchets en orbite demeure une perspective éloignée, mais est une étape inévitable de la conquête de l'espace. Ça ressemble peut-être à un scénario de science-fiction, mais ça ne l'est pas. C'est tout simplement une autre étape logique de l'évolution de la technologie aérospatiale. Autrefois, l'idée de lancer un satellite semblait tout aussi utopique. Grâce au système satellitaire, nous pouvons communiquer, voyager à travers le monde, nous divertir, rester informés. On ne se rend même pas compte que la technologie spatiale est profondément enracinée dans notre vie, ni à quel point cette technologie est fragile. J'ai effectué 3 vols spatiaux en 7 ans. Tout au long de cette période, j'ai pris des photos et filmé des vidéos de différents endroits de la planète. Il y a des problèmes partout dans le monde. On poste ces images sur les réseaux sociaux pour appeler les gens à y mettre fin et de faire de la Terre un endroit plus propre.
L'impact de l'humanité sur la planète est immense. L'homme a ouvert l'Anthropocène, une nouvelle ère dans la vie terrestre qui va encore durer plusieurs millénaires. La Terre change à cause de nous. Et nous aussi devons changer pour elle.